La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour pour la réflexion hebdomadaire, rencontre échange, nouveau numéro consacré toujours aux faits de société, les faits marquants chez nous au Togo. Et pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Nathaniel Olympio. Il est le porte-parole du Front citoyen Touche pas à ma Constitution. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est ça. C'est un plaisir de vous retrouver autour de ce plateau encore pour parler de ces faits de société avec ces drames survenus hier à Lomé, le fondement d'un immeuble de 3 étages. Cela s'est passé à Sabado, dans le golfe 7, et malheureusement, on déplore des pertes en vies humaines. Oui, c'est très triste et je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances aux familles éplorées. Et ces drames sont des choses qui ne doivent plus se produire dans notre pays. Et je pense que quand ce type de situation survient, il y a différentes responsabilités. Oui. Bien sûr, il y a la responsabilité du promoteur, mais il y a également quelque part la responsabilité de l'administration. Parce que quand on construit, il faut un permis de construire. Et il faut que des normes soient respectées. Et j'ai cru comprendre que l'immeuble était à 3 étages déjà. Et donc, quand on commence le rez-de-chaussée, le premier étage, le second étage, quels sont quel est le rôle que l'administration joue dans le suivi des travaux? Avant cela, peut-être, M. Olympio, vous savez, on est très têtu. Chacun veut construire quelque chose et donc, à coup de force... Oui, je suis d'accord. Tout le monde veut avoir un logement, un immeuble. Mais cela doit se faire en respectant les règles. Et ces règles doivent... c'est l'administration qui fait respecter ces règles. D'après nos informations, il semblerait même que le monsieur a été averti de ne plus continuer les travaux. Alors, il a été averti et il a poursuivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un pays où les gens peuvent se permettre de ne pas se conformer aux dispositions de l'administration. C'est le désordre. Pour que les citoyens se permettent de tels comportements, ça veut dire qu'il y a quelque part la règle de l'impunité. Les gens savent qu'ils peuvent avoir des passe-droits, qu'ils peuvent transgresser sans que cela n'ait de conséquences. Eh bien, la conséquence, c'est la perte de vie humaine. La conséquence, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont frappés par le malheur. L'administration doit exercer avec beaucoup plus de rigueur en matière de construction, en matière d'urbanisme. C'est aussi ça qui nous amène à avoir des inondations dans notre pays. Les inondations sont encore plus graves parce que des gens construisent dans des zones qui ne sont pas autorisées à la construction. Mais ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Et l'administration voit tout ça se dérouler et personne ne prend des dispositions fermes. Moi, je pense que c'est une façon de mettre en danger la vie des Togolais. C'est cela. Oui, mais il y a aussi à incriminer le matériau de construction, parce qu'il semblerait, d'après nos investigations, que c'est un monsieur qui serait à l'étranger et qui a envoyé des sous pour lui faire cet immeuble. Oui, je pense que ce sont les contrôles que l'on doit faire dans la construction d'un bâtiment, surtout de cette importance-là. Et le contrôle a manqué. Et le contrôle, il est aussi de la responsabilité du promoteur que de la responsabilité de l'administration. Et au final, c'est l'administration qui doit protéger les citoyens. Et je pense que là, il y a eu une défaillance et il faudra que des responsabilités soient situées. Et c'est vrai, j'ai vu un communiqué du gouvernement qui a réagi très vite. A réagi très vite. Ça, c'est une bonne chose, cette réaction rapide. Mais au-delà du communiqué, il faut quand même qu'il y ait des responsabilités qui soient situées. Et il faut que des gens rendent des comptes. La reddition des comptes dans notre pays est le défaut majeur dans la gouvernance. Donc, les gens commettent des erreurs et même des fautes. Et derrière, c'est sans conséquence. Quand c'est comme ça, eh bien, nous sommes dans le cycle de la répétition et qui se poursuit. Et au-delà de ce drame
une touche, hein, parce que dès qu'il y a une vie de perdu, c'est déjà très important. Il y a de ces concitoyens, à l'étranger, qui envoient de l'argent au pays pour leur faire des immeubles, pour leur faire des constructions. Vous en avez une idée, vous avez une expérience là-dessus? Tout le monde connaît quelqu'un qui sûr. a envoyé de l'argent de l'extérieur à la diaspora pour se faire construire un bâtiment, une villa. C'est courant. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette manière de faire parce que un certain nombre de fois, les gens se font gruger et on prend des matériaux qui ne sont pas aux normes pour diminuer les coûts et finalement, tout ça, ça met en danger la population. Moi, certains pays de la sous-région, pour ne pas aller très loin, que ce soit au Bénin ici à côté ou même au Sénégal, qui mettent en place des structures au niveau de l'État pour mettre en place des procédures et un cadre qui va permettre aux Togolais de la diaspora de pouvoir investir dans notre pays sans prendre trop de risques, sans se faire gruger par un membre de la famille ou par un entrepreneur irresponsable. Je pense que la diaspora envoie beaucoup d'argent au Togo. Beaucoup d'argent. L'État doit créer un cadre. Je ne parle pas de choses politiques au Conseil, je ne sais pas quoi. Non, je parle de dimension opérationnelle où on met des outils, un cadre approprié pour que l'investissement qui vient de l'extérieur, de la part de nos concitoyens, soit un investissement productif et non un investissement qui se traduit par des drames comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est vraiment déplorable. De plus en plus, il y a des agences immobilières qui s'en occupent. Alors, comment les structurer pour que ce que vous dites soit une réalité, de sorte que ces gens ne se produisent pas? Oui, c'est d'abord le rôle des agences immobilières, mais on voit qu'il n'y a pas encore des offres qui puissent protéger les investissements, ou alors les gens ne vont pas aussi à travers les agences, et ils préfèrent se confier à un membre de la famille, ou des choses comme ça. Donc tout ça, comme l'argent qui vient de l'extérieur, de la diaspora, représente quand même une partie importante de notre PIB aujourd'hui, il est important qu'un cadre approprié soit mis en place pour réceptionner, pour accompagner ces investissements, pour que les Togolais de la diaspora ne soient pas découragés à investir dans notre pays. Il faut leur offrir la possibilité de faire fructifier leur argent, un cadre qui protège leur investissement, et tout cela relève de l'administration. Bien, merci. On enchaîne en même temps avec ces pluies qui s'abattent ces derniers temps sur la région maritime, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en réalité, ce n'est pas aussi des plus intenses c'est en cette saison. Alors, comment expliquer cela? Et avec en conséquence, bien sûr, vous l'avez tout à l'heure dans vos propos, des inondations. Bon, oui, on dira, ce n'est pas seulement le Togo, il y a des pays de la sous-région qui connaissent aussi le même phénomène. C'est vrai que plus personne ne peut nier le dérèglement climatique qui conduit à des manifestations naturelles, des pluies intenses, continues, qui produisent des inondations ou des feux de forêt ailleurs. Je crois que ces phénomènes naturels, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de moyens de lutter contre. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de mettre en place les infrastructures qu'il faut pour que les conséquences de ces inondations soient atténuées, que les rues soient construites de manière à prévoir les évacuations d'eau. Maintenant, nous savons que le dérèglement climatique produit des pluies abondantes. Ça veut dire que dans la construction de nos routes, le dimensionnement, les caniveaux comme on faisait avant, mais ça ne fonctionne plus. Mais moi, je vois encore aujourd'hui, quand on construit des routes, ce sont des petits caniveaux qu'on fait le long des grands axes. Mais tout ça... Qui sont malheureusement bouchés par les riverains. En plus, qui sont bouchés. Donc, ce n'est pas la solution adaptée. Et il faut
que les ingénieurs, il faut que les urbanistes, il faut que tous les techniciens, nous mettions en place des solutions qui répondent aux contraintes d'aujourd'hui, aux risques qui sont aujourd'hui une réalité pour nous tous. Et je suis toujours peiné de voir jusqu'à présent des familles qui sont le pied dans l'eau, qui n'ont même plus de logement, parce que les logements sont complètement inondés. Moi, dans mon quartier, moi je suis dans la zone de Baguida avec Pozo. Mais depuis le mois de mai, je peux vous dire que nous avons des rues qui sont complètement inondées, qui ne sont plus praticables. Et les gens qui vivent dans ces zones-là, ils n'ont plus de maison, parce que leurs maisons sont complètement inondées depuis 5-6 mois déjà. Vous voyez? Donc, c'est un drame. Et ce drame-là, c'est quelque chose qui se répète d'année en année. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute à ceux qui s'approprient de ces terrains-là, de ces zones marécageuses? Vous l'avez dit, de ces zones marécageuses. Mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de réguler tout ça. Quelqu'un qui est en quête d'un logement, qui est en quête d'une portion de terre pour s'abriter, eh bien, il va là où il en trouve. Mais il revient à l'administration. Et là, je suis intransigeant sur ce point-là. Il revient à l'administration qui a le devoir, les pouvoirs publics, de protéger les citoyens et contre eux-mêmes, parfois, contre leur propre agissement, leurs propres décisions. Il faut protéger les citoyens. On va encore créer sur l'administration, mais c'est l'administration qui est le premier responsable. Et bien sûr, il y a en second lieu la responsabilité du citoyen. Mais pour que la responsabilité du citoyen soit entière et pleine, il faut que l'administration ait déjà fait sa part. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que nous voyons, on a vu des autorités dont les maisons sont inondées aujourd'hui. On a vu des écoles, des établissements publics construits par l'État qui sont complètement inondés aujourd'hui. Et les enfants ne vont plus à l'école. Vous voyez. Donc, je crois que c'est une menace, un risque majeur de notre époque. Et ça doit être complètement intégré dans les politiques publiques, dans l'urbanisation. Mais je ne vois pas aujourd'hui des solutions concrètes d'anticipation. On est toujours un peu médecin après la mort. Les gens sont complètement inondés, les gens n'ont plus de logement et n'ont même pas d'assistance véritablement. Oui, d'accord, les gens n'ont pas d'assistance. Ces rigoles restent toujours jusqu'à... Et les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les risques de maladie, de contamination. Les risques de maladie. Il y a eu le choléra dans le Grand Lomé en ce moment. Avec ces inondations, les risques épidémiques sont importants. Et je ne sais pas quelles sont les solutions, les approches de solutions qui sont initiées. Il y a l'Agence nationale de la protection civile qui est à pied d'œuvre, qui est en train d'anticiper par le dragage de certaines rivières. Oui, mais je pense que déjà à Lomé, je ne parle pas des zones reculées, je parle de Lomé. À Lomé, il y a des rues qui sont inondées pendant des mois. Je viens de le dire tout à l'heure, pendant des mois. Et là, ce n'est même plus de l'anticipation, mais c'est faire face au problème une fois qu'il est déjà en place. Mais on constate que, visiblement, le pouvoir public sont débordés. Ils ne savent même pas par quel bout prendre la chose, parce que, justement, les infrastructures qui étaient en place ne répondent pas. Et la catastrophe qui arrive, elle est partout. Ce n'est pas quelque chose d'isolé où on peut le traiter rapidement, mais c'est partout. Tout Lomé est les pieds dans l'eau. Donc, il est important qu'on anticipe sur ces choses-là, parce que les années à venir, les choses vont s'intensifier. Ces catastrophes vont se multiplier. Et est-ce que nous allons continuer à voir des naufragés, je dirais, des réfugiés climatiques, les gens qui vont être obligés de quitter leur maison pour aller à d'autres endroits. Et tout cela, c'est la responsabilité, je disais, de l'État de le prendre en charge. Un manque de politique d'habitat? Parce que, oui, lorsqu'il y a des logements sociaux, lorsqu'il y a des constructions de villas, d'habitations pour la population, je crois que le citoyen n'irait pas se loger n'importe où, à moins de frais. Ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de politique de logement qui répondent aux préoccupations aujourd'hui. Et le déficit en logement au Togo, ça s'évalue en centaines de milliers de logements dont on a besoin aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas encore d'études véritablement fiables pour quantifier le besoin, le déficit aujourd'hui, avant même de planifier les besoins à venir, les constructions à venir. Je ne sais pas si les chiffres existent, mais en tout cas, ce n'est pas public. Et la planification
du développement urbain, ce sont des choses que toutes les villes et tous les États connaissent. Mais au Togo, je ne sais pas véritablement, en tout cas, je ne vois pas ce taxe pris par le régime. D'ailleurs, quand je vois la feuille de route qu'ils ont mise en place, après avoir mis en place le PND, qui a été une catastrophe, je ne vois pas de politique de logement prise en compte dans ces différents plans de feuilles de route, etc. Si bien que d'année en année, la population croît, la population augmente, mais il y a une faible capacité d'absorption de logements et ça conduit à des constructions dans des zones qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas viabilisées et la catastrophe derrière, elle devient inévitable. C'est ça. Rencontre échange nouveau numéro, nous parlons des faits marquants de l'actualité. Nathaniel Olympio, porte-parole du Fonds On touche pas à ma constitution. Mon invité, c'est avec lui qu'une réflexion sur ces questions de société, mais aussi des questions de politique. Et autre fait marquant, il y a de cela quelques 2 semaines, il y a cette agression commise sur un député sénégalais, un député de la CEDEAO, il n'est plus député sénégalais, député de la CEDEAO, en mission justement parlementaire à Lomé, qui malheureusement a été agressé publiquement, donc en pleine réunion publique. Alors, vous avez assisté à la scène, qu'en est-il exactement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Non, je n'étais pas présent à Lomé ce 29 septembre. Mais les faits qui ont été rapportés par ceux qui ont été victimes, à commencer par le député sénégalais Guy Marius Sagna lui-même et tous les autres députés qui étaient présents, les journalistes qui étaient présents, qui ont été molestés. Et moi, j'ai vu des images. On voit que les gens qui ont péri sont des professionnels, je dirais, de ce genre de choses, des professionnels de combat qui sont venus de manière très méthodique et dans un temps très court et qui ont pu se saisir de tout ce qu'ils avaient sous la main comme les trépieds de journalistes, comme armes et qui ont semé la désolation. Et on voit que ce sont des gens qui sont des professionnels de ces pratiques-là. Et c'est dommage parce que je pense qu'on a oublié que nous avions un étranger chez nous. Le Togolais, c'est quelqu'un de très pacifique, de très accueillant et qui reçoit les étrangers vraiment les bras ouverts. D'ailleurs, dans notre langue, on dit Amedjro, ça veut dire l'homme, voilà, la personne que nous désirons recevoir, que nous accueillons les bras ouverts. Eh bien, on a manqué à tous nos devoirs, je dirais, traditionnels. Et ça, c'est déplorable. Maintenant, sur le plan politique, je crois que ce régime a transgressé toutes les règles de base. Aller molester des citoyens togolais, des journalistes, aller molester des députés, parce qu'ils tiennent une réunion dans un cadre privé qui ne dérange personne. Ce n'est pas sur la rue, ce n'est pas dans un lieu où ça dérange ceux qui sont aux alentours. Mais quelle est la motivation, quel est l'objectif d'envoyer des gens, oui je dis d'envoyer des gens pour semer le désordre, pour casser le moral des Togolais encore une fois. La privation de liberté au Togo est devenue un droit pour ce régime-là. C'est-à-dire qu'il se donne le droit de priver les Togolais de leurs droits constitutionnels. Et tout ça, c'est un fonctionnement qui met le pays en danger. Ça met le pays en danger parce qu'on ne peut pas continuer à écraser les Togolais, on ne peut pas continuer à piétiner les Togolais en les enfonçant parce qu'on a la force publique, parce qu'on a le pouvoir. Non, c'est inacceptable. Oui, peut-être ce n'est pas vous la question, mais que reproche-t-on à Guy Marius Sagna? Bon, moi, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on sait, c'est que... Est-ce que la réunion était autorisée? Mais vous savez, est-ce que la réunion était interdite? Je vous renvoie la question. Est-ce qu'elle était interdite? Vous savez, il y a des règles de droit et la pratique, c'est que ce qui n'est pas interdit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et les organisateurs n'ont pas reçu en bonne et due forme un avis ou un arrêté d'interdiction. Donc, ils ont organisé, comme ils en ont le droit, dans le cadre du fonctionnement de leurs organisations, d'inviter des gens et d'échanger. J'ai vu que dit qu'un député de la CEDEAO donc, peut s'adresser, n'est-ce pas,
à tout citoyen ressortissant de cet espace communautaire. N'est-ce pas le rôle d'un député de s'adresser à ses mandants? Oui. C'est ça, le rôle d'un député. Donc, je crois que l'organisation de cette... On a entendu dire qu'il a perdu son mandat dès lors que l'Assemblée nationale... Mais il était au Togo dans le cadre du Parlement de la CEDEAO. Oui. Donc le Parlement de la CEDEAO reconnaît son statut de parlementaire. C'est pour cela qu'il a été invité. Donc ça, ce n'est pas un problème. Les gens qui évoquent cette dissolution de l'Assemblée nationale au Sénégal sont dans le dilatoire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est notre pays qui l'a fait venir officiellement. Et donc, en tant que représentant de la communauté sous-régionale, il a le droit de s'adresser aux citoyens togolais. Et c'est dans ce cadre-là. Et ils n'ont violé absolument aucune loi de la République, voyez-vous. Sauf que nous avons un régime qui a peur, que ce qui se passe au Togo caché soit porté à l'extérieur. Parce que ce n'est pas la première fois. Le député Guy Marius Sagna avait déjà interpellé les dirigeants togolais à la tribune, je dirais, du Parlement de la CEDEAO à Abuja, sur notamment le changement de constitution qui s'est fait de manière inconstitutionnelle, sans consulter le peuple togolais. Il a dénoncé ces pratiques. Il a dénoncé le syndicat des chefs d'État. Eh bien, on a comme l'impression que des gens l'attendaient ici de pied ferme pour lui faire la fête. Et dès que l'occasion s'est présentée, ils ont envoyé des gens habillés en civil, on ne sait d'où ils viennent. En tout cas, on voit que ce sont des gens qui ont été formés pour ce type d'opération. Et les gens fonctionnaient comme si c'était un commando qui est venu faire une opération et repartir rapidement. Oui, et ce n'est pas la première fois. On se souvient de cette altercation entre ce député et une autre de la Côte d'Ivoire. Sauf que c'était lors de la même session à Abuja, quand il a dénoncé les pratiques au Togo et aussi en Côte d'Ivoire. Sauf que, après cet incident-là, le Guy Marius Sagna est parti en Côte d'Ivoire. Il a rencontré la députée en question. Et ils ont fraternisé. Il n'a pas été agressé. Il n'a pas été agressé. Bien au-delà, ils ont fraternisé. Au Togo, c'est diamétralement opposé la réaction auquel on a assisté. C'est-à-dire qu'on l'a agressé, il a été obligé de partir précipitamment en écourtant son séjour au Togo. C'est une honte pour notre pays. C'est inacceptable. Et les Togolais ne doivent pas accepter que le régime salisse notre image à l'extérieur de cette façon. D'où cette tribune signée par une cinquantaine de leaders d'opinion, que ce soit togolais, mais il y a des étrangers dedans, qui dénoncent ce que vous appelez la violence d'État. Oui, le Front touche pas ma constitution a pris cette initiative-là parce que ce qui s'est passé a été mis sous les projecteurs à travers le monde entier. Et il était important qu'on interpelle les uns et les autres de la sous-région, y compris des gens des pays de l'AES, qui ont trouvé que ce qui se passe au Togo est simplement hors sol. C'est inacceptable. Et on a donc mis en place cette tribune que des personnalités ont signé pour mettre le doigt sur ce qui se passe au Togo et qui dépasse aujourd'hui le cadre simplement du Togo, puisque c'est devenu tellement enraciné dans la pratique du régime de réprimer les Togolais qu'on n'hésite pas à réprimer également les étrangers qui viennent. Oui, c'est sur l'invitation de la DMP que le député Guy Marius Sagna était à cette réunion, soit pour rencontrer les citoyens togolais. La DMP qui est au Parlement, enfin, et puis aussi dans le front touche pas à ma constitution, et qui en même temps aussi au CPC, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement, la DMP, enfin, pour marquer sa protestation? Parce qu'il y a beaucoup de réactions suite à cette agression contre Guy Marius Sagna. Oui, en fait, vous soulevez là des questions, des interrogations sur le fait que la DMP participe au CPC et devient encore victime d'une pratique inacceptable du régime. Moi, je vais être franc et direct, comme je le fais toujours. Pour moi, ce CPC, c'est de la poudre aux yeux. Et ça n'apportera rien aux Togolais. D'ailleurs,
moi je me souviens que certains qui participaient précédemment au CPC ont dit que le changement de constitution tel que le régime nous l'a imposé, ça s'est fait. Ça s'est décidé au CPC. C'est ce qui a été dit. On en a parlé au CPC. C'est ce qui a été dit. Il semble qu'ils ne se sont pas prononcés là-dessus. En tout cas, c'est là-bas que ça a été initié, si j'ai bien Pour la compris. première fois. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, je crois que quand vous avez un régime qui vous traite de cette façon-là, moi, eh bien, je prendrai mes distances. C'est pour ça que je n'ai pas voulu assister au CPC et c'est pour ça que j'estime qu'on ne peut pas accepter que les gens qu'on invite dans un regroupement, dans un cadre pour discuter des choses du pays. Un cadre de concertation. Un cadre de concertation, qu'on les traite de cette manière-là, pas des agressions. Il y a là une incohérence que chacun doit prendre en considération. C'est ça. Donc, vous penseriez que la DMP aurait bien fait de se retirer de la... Moi, si j'étais là, oui, je me retirerais. C'est clair que je ne vais pas continuer à travailler avec des gens qui me méprisent, qui me maltraitent et qui piétinent mes droits de cette façon-là. Et personnellement, non, je ne continuerai pas. Mais bon, je ne suis pas de la DMP et je ne parle pas au nom de la DMP. Oui, ben, puisqu'il faut absolument un cadre pour en parler. Mais pas ce cadre-là. Vous savez, au Togo, depuis les années 90, on a eu une trentaine de dialogues. Mais les dialogues sont devenus un instrument pour étouffer la contestation. Quand ça chauffe quelque part, quand le peuple commence à s'exprimer avec vigueur, eh bien, on se précipite, on rassemble des gens, on dit « Ok, on va faire un dialogue ». Mais le but de ce dialogue, c'est de calmer les esprits. Et une fois que les esprits sont calmés, on recommence la même répression sur la population. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si un jour, il doit y avoir un cadre, je dirais, des discussions sérieuses avec ce régime-là, ça ne peut pas se faire, je dirais, comme ça, à l'initiative du régime qui appelle 2-3 personnes, qu'il trie, et il choisit ses opposants finalement. Le régime choisit ses opposants et il les invite autour d'une table avec des perdièmes qu'on distribue aux uns et aux autres, et puis voilà. Non, moi je ne suis pas dans cette configuration et je m'oppose fermement à ce type de fonctionnement parce que c'est encore une fois flouer les Togolais, c'est tromper les Togolais et rien ne sort de là. C'est cela. Alors, venons à votre organisation, en tout cas à votre regroupement. Ne touche pas à mon constitution. Ça fait depuis plusieurs mois maintenant, c'était depuis le 6 mai, je crois, de l'an dernier, de cette année, pardon, que la loi de la nouvelle constitution a été promulguée, mais on essaie toujours de faire un conseil de constitution, n'est-ce pas? Alors, finalement, ça va donner quoi concrètement? Vous savez, quand on piétine votre droit, vous n'allez pas vous dire que ça suffit, vous avez lutté contre ça pendant 2 mois, pendant 3 mois, ce n'est plus la peine de continuer. Ah non! Il faut continuer à combattre cette nouvelle constitution jusqu'au bout. Il ne faut pas l'accepter. L'accepter, c'est la défaite. L'accepter, c'est abandonner les Togolais. Les Togolais ne doivent pas accepter cette nouvelle constitution. Parce qu'elle a été faite contre les Togolais. Elle a été faite pour qu'une personne reste au pouvoir indéfiniment. Elle a été faite pour que Faure Gnassingbé ne participe plus à des élections, mais continue de garder le pouvoir. C'est ça l'unique objectif de cette nouvelle constitution. En principe, en février 2025, une élection présidentielle était prévue, selon la constitution de 1992. Eh bien, avec leur nouvelle constitution, il n'y a plus d'élection présidentielle. Mais les Togolais ne peuvent pas accepter ça. Les Togolais ne peuvent pas l'accepter. Les Togolais ont eu la constitution qui leur donne le droit de choisir le président de la République en luttant. Il y a eu des morts pour avoir cette constitution-là. Il y a eu beaucoup de gens qui sont blessés à vie, traumatisés à vie pour avoir cette constitution. Et puis un beau matin, quelques députés qui s'amusent avec le sort des Togolais, je dis bien qu'ils s'amusent avec le sort des Togolais parce qu'ils gagnent un peu d'argent à gauche à droite pour leurs intérêts personnels. Ils se permettent d'enlever aux Togolais le seul héritage que la lutte leur a laissé. La seule chose qui leur restait, c'est-à-dire le pouvoir de voter. Même si les élections sont truquées,
Mais en tout cas, les Togolais avaient encore le pouvoir d'aller aux urnes et de déposer un bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, on leur enlève ça. Ça veut dire qu'on ne donne aucune considération aux Togolais. Ce n'est pas acceptable. Et moi, je vais me battre, je vais continuer à me battre contre cela jusqu'à ce que cette constitution soit retirée. Mais, sauf que, bon, la marche se poursuit vers justement l'établissement de cette nouvelle république, puisque nous sommes en transition maintenant et que très bientôt les institutions seront mises en place et puis on va tourner la page du régime présidentiel ou semi-présidentiel. Mais eux, ils tournent leur page. Mais les Togolais ne veulent pas de cette constitution. Je vous rappelle que les Togolais ont refusé d'aller aux élections. Le 29 avril dernier, les Togolais ont refusé d'aller aux élections parce que les Togolais sont contre la manière dont le pays est dirigé. C'est pour ça, au Front Touche pas à ma Constitution, nous avons décidé de ne pas baisser la garde, de continuer à nous battre contre cette forfaiture. C'est un coup d'État constitutionnel qui a été opéré et on ne peut pas l'accepter. Et la Constitution dit d'ailleurs que le coup d'État est imprescriptible. Ça veut dire que les responsables ont le devoir de rendre compte. Dans les motifs, on a évoqué l'idée que bon, les élections présidentielles donnent trop d'agitation dans le pays, donc on aurait pu faire autrement pour ne pas avoir ces violences électorales auxquelles on a assisté dans le passé. Quand vous avez un enfant qui fait des bêtises, vous lui coupez la tête, c'est ça. Vous avez un enfant qui fait des bêtises, vous le décapitez. Parce que les élections causent des troubles. C'est ça. Mais pourquoi il y a des troubles? Pourquoi y a-t-il des troubles lors des élections? Et pourquoi c'est uniquement lors des élections présidentielles et les élections législatives? Pourquoi on ne les supprime pas? Pourquoi on ne supprime pas purement et simplement les élections, toutes les élections du pays, pour instaurer une monarchie sans élection? C'est ça la voie qu'ils ont choisie, la monarchisation du pays, de père en fils. Et ensuite, ils continuent. Eh bien, c'est contre ça que les Togolais se battent, les Togolais n'en veulent pas. Et c'est contre ça que le Front Touche pas à ma Constitution a décidé de se dresser pour que cette forfaiture ne devienne pas quelque chose qu'on impose aux Togolais indéfiniment. Sauf qu'au front, tout le monde ne parle plus la même langue, hein, le même langage. Il y a eu quelques désistements, quelques ralliements, je ne sais pas si il faut les appeler ralliements, au point que certains se sont retirés ou bien sont exclus, n'est-ce pas, du front. Je ne sais pas, hein, quel thème qu'il faut employer. Alors, ce sujet-là, nous sommes très clairs là-dessus. Oui. Nous avons engagé une lutte ensemble. D'accord? Et quand chemin faisant, les voies que nous suivons commencent à diverger, eh bien, chacun a la latitude de prendre sa voie. On ne peut rien imposer à personne. C'est une clarification. Parce que nous voulons être dans la cohérence. Nous voulons être dans la continuité de la cohérence pour que nous ne disions pas quelque chose aujourd'hui aux Togolais et que demain nous fassions exactement le contraire. Voyez-vous? Donc, il ne s'agit pas d'exclure des gens, il ne s'agit pas d'écarter des gens, il s'agit d'avoir une ligne claire pour que les Togolais comprennent ce que nous faisons, où nous allons et comment nous y allons. Oui, peut-être que chemin faisant, ils ont compris hein, que la chose peut être de cette nature et sans forcément, n'est-ce pas, vouloir tout à fait le contraire. Ben, chacun sa responsabilité. Nous assumons la nôtre. Nous assumons la nôtre. Mais vous savez, certains d'entre nous qui ne sont plus aujourd'hui dans notre groupement, ben, ils n'y sont plus simplement parce qu'ils n'ont pas le temps d'assister à nos réunions. Hein. Oui. C'est aussi simple que ça. Ils n'y sont pas parce qu'ils n'ont pas le temps d'assister à nos réunions. Et donc, on ne peut pas faire partie d'une organisation et ne pas participer aux réflexions, aux décisions, etc. Donc, c'est simplement une question d'harmonisation et de clarification et rien d'autre. D'accord. Alors, vous pensez que votre lutte, vous allez dire oui, jusqu'au bout? Parce que c'est comme si hein, le chien boit, la caravane passe. On peut le dire, oui. Le chien boit, la caravane passe, mais c'est toujours le chien qui mord les gens. Hein. C'est toujours le chien qui mord. Et je pense qu'on ne peut pas simplement dire que nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous poursuivons et donc il faut abandonner. Non, pas du tout. La guerre, c'est une bataille, plus une bataille, plus une bataille, et ce régime traite le peuple togolais comme un ennemi. Et il déclare la guerre au peuple togolais avec la répression, avec l'usage excessif de la force qu'on impose, qu'on inflige aux citoyens togolais. Donc nous sommes finalement dans un combat perpétuel contre ce régime-là, parce que le régime veut que ce soit ainsi. Eh bien, quand c'est comme ça, nous
nous n'avons pas la capacité de violence de l'État. Donc on n'ira pas sur ce terrain-là. Nous n'avons pas la capacité financière de l'État. On n'ira pas sur ce terrain. Mais nous allons faire la guérilla politique. Nous allons faire la guérilla judiciaire. Nous allons faire la guérilla médiatique. Nous allons harceler ce régime jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse et qu'il disparaisse de notre espace. Ce sont les ressources dont nous disposons et que nous allons mettre en œuvre. En comptant toujours sur la mobilisation de la population? La mobilisation de la population, c'est l'arme absolue. C'est la bombe nucléaire dont disposent les Togolais. Et ça, c'est quelque chose qui va certainement arriver le moment venu pour conclure la lutte. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour que le leadership soit différent. Et quand je parle de leadership, je ne parle pas d'individus, mais je parle de la manière dont la lutte est conduite pour que nous changions de méthode, puisque pendant 30 ans, on n'a pas eu de résultats qu'on attendait. Nous devons changer de méthode. Et s'il faut changer de tête, oui, il faut changer les têtes aussi. Parce que ce sont les hommes qui conduisent les luttes. Absolument, si les gens qui sont là n'ont pas produit les résultats que les Togolais attendent, ben, on ne leur jette pas la pierre. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire pendant le temps. Et on a eu des acquis qui me permet aujourd'hui de parler, d'avoir l'existence de partis politiques. Donc on ne jette la pierre à personne. Mais on constate qu'il faut changer de méthode. Il faut s'adapter aux époques et il faut changer de leadership, surtout parce que dans notre espace, il y a eu trop de guerres d'ego, il y a eu trop de guerres de c'est moi, si c'est pas moi, ce serait pas l'autre, et tout cela n'a pas arrangé la lutte. Aujourd'hui, ce que nous voulons pour la lutte, c'est qu'on se batte pour l'intérêt général. Et nous avons toujours été dans cette dynamique-là. C'est pour ça qu'on ne participait pas aux élections. Parce que nous estimons que les élections sont un leurre et ça ne pourra jamais apporter de solution. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le comprennent. Et donc, nous devons nous rassembler autour du projet que nous sommes en train de pousser, c'est-à-dire le projet d'une nouvelle alternative à la tête de l'État, d'une nouvelle manière de conduire la politique publique. Et comme les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'État ne veulent pas changer, eh bien, il faut qu'on les change. C'est aussi ça la réalité. Et s'ils ne peuvent pas donner aux Togolais ce que les Togolais attendent, il faut qu'ils dégagent, tout simplement, pour que les Togolais s'épanouissent. Parce qu'ils étouffent les Togolais, ils empêchent les Togolais de rayonner à travers le monde. Nous sommes confinés, nous passons notre temps à nous battre pour des choses basiques, pour la survie. Vous avez vu récemment comment les Togolais, dans la misère profonde, se sont précipités sur un dépotoir pour aller chercher du riz avarié. Simplement pour manger et survivre. C'est inacceptable. Ça, c'est le résultat de la politique que Faure Gnassingbé mène depuis 20 ans. Oui, bien, alors ça m'amène à poser cette question. Finalement, si on vous demande, l'état de l'opposition togolaise aujourd'hui, est-ce qu'elle incarne encore ce changement, cette lutte entamée dans les années 90? La réalité, c'est que plus que jamais, les Togolais veulent que les choses changent. Plus que jamais, parce qu'ils en ont assez. L'ambition que nous avons, l'ambition que nous devons tous développer aujourd'hui, c'est de mettre toutes les forces, toutes les énergies pour défendre l'intérêt des Togolais. D'oublier les intérêts partisans. Les partis politiques, il faut les mettre de côté. Je dis, il faut mettre les intérêts des partis politiques de côté. Parce que les intérêts des partis politiques, ça passe par les élections. Il faut mettre les intérêts des partis politiques de côté. Je le martèle parce que c'est ça qui fait que les partis politiques de l'opposition font de petits calculs. En disant, je fais un croche-pied à celui-ci, je vais prendre sa place, et celui-ci, je vais l'affaiblir, et je vais gagner. De nature, les partis politiques, c'est pour accéder au pouvoir, c'est la conquête du pouvoir. Oui, quand on est dans un espace où les règles de conquête du pouvoir par les élections sont respectées. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Nous sommes aujourd'hui face à un régime qui n'a aucun respect pour les élections. Donc, nous ne pouvons pas rêver un jour et faire évoluer les choses en gagnant des élections et en exerçant le pouvoir d'État. C'est une utopie qui ne peut pas se réaliser. Il faut donc trouver d'autres solutions. La solution, c'est quoi? C'est la mobilisation, c'est la conscientisation de chacun pour que chacun assure sa responsabilité. Et aussi, tous ces Togolais qui ne sont pas nécessairement des acteurs de premier plan, mais qui sont des béquilles de ce régime-là.
les fonctionnaires qui font ce qu'ils sont en train de faire, les dirigeants, les directeurs centraux, chacun fait son travail dans son coin à la manière dont le régime l'impose, eh bien tout ça, ce sont des soutiens à ce régime. C'est cette architecture globale qui tient le régime. Eh bien, nous devons faire une guérilla contre tout ce fonctionnement-là, une guérilla administrative, une guérilla judiciaire, une guérilla médiatique, une guérilla politique pour affaiblir tous ces soutiens dont bénéficie ce régime. On va clore, n'est-ce pas, ce fait de société chez nous au Togo. Alors, quel est votre schéma d'avenir pour notre pays? Quand vous l'envisagez dans les années à venir, qu'est-ce que ça vous dit? Avec espoir, avec inquiétude ou comment donc? Tant que ce régime restera en place, il y aura des inquiétudes pour les Togolais. Parce que ça fait près de 60 ans que le régime est en place. Ça fait 20 ans que Faure Gnassingbé dirige le pays. Les choses ne se sont pas améliorées. C'est pour ça que la vision que j'ai pour le Togo, la vision que nous incarnons dans la lutte que nous sommes en train de mener, et ce que nous défendons au Front Touche par ma Constitution, c'est qu'on puisse mettre en place un cadre qui donne à chaque Togolais l'opportunité de s'exprimer, de s'épanouir par le travail. Il faut que chacun puisse se nourrir et nourrir sa famille par le fruit de son travail. Ça, ce sont les choses basiques pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. Mais pour arriver là, nous devons faire en sorte que les politiques qui sont appliquées aujourd'hui ne soient plus appliquées demain. Donc, soit nous arrivons à faire changer les gens qui dirigent aujourd'hui pour qu'ils donnent un peu plus d'espace de vie aux Togolais, qu'ils donnent la possibilité aux Togolais de vivre un peu plus dignement, un peu plus décemment. Soit s'ils sont incapables, comme ils l'ont montré pendant tant de décennies, eh bien, nous devons nous battre pour les écarter. Simplement pour que les Togolais puissent vivre un peu plus décemment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je ne suis pas un défaitiste et je suis très optimiste. Et je sais que nous allons finir par trouver, je dirais, l'articulation qu'il faut pour que ce régime tombe. Tout simplement, pour que ce régime tombe. Parce que on a fait des dialogues, ça n'a rien donné. On a participé à des élections, ça n'a rien donné. On a participé à toutes les voies, je dirais, politiques, ça ne donne rien. Aujourd'hui, la seule option que ce régime nous laisse, c'est de les dégager. C'est ça. Ok, merci. Si on a encore quelques minutes là pour parler un peu d'actualité sur le plan continental, tout de suite on sera au Sénégal, ou dans un mois à peu près. Eh bien, les élections anticipées là-bas, après la dissolution de l'Assemblée nationale par le Premier ministre, soit Sonko, enfin le président du Maïfaï, parce qu'il était question de lui donner une majorité à l'Assemblée et pour pouvoir mettre en place sa politique. Ben oui, ça c'est le fonctionnement régulier des institutions. Il a été élu, le président du Maïfa a été élu, premier tour, en écrasant ses adversaires, qui l'ont fait souffrir, qui les ont jetés en prison, lui et Ousmane Sonko, tous les deux, ils ont été jetés en prison, mais le peuple a redonné à ces deux-là le pouvoir d'État. Mais cela s'est produit parce qu'il y a quand même dans ce pays des institutions qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas du Togo. Il y a dans ce pays des règles qu'on respecte. Et les gens qui incarnent les institutions, eh bien, ils assument leurs responsabilités. Il faut savoir, il faut rappeler qu'il y a d'abord eu le Conseil constitutionnel qui avait pris une décision pour bloquer les ambitions mortifères de Macky Sall. Du président Macky Sall, qui voulait faire un troisième mandat, voyez-vous, parce qu'il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Mais moi, je rêve qu'au Togo, il y ait des gens qui incarnent des institutions et qui aussi n'hésitent pas à prendre des positions contre ce que l'exécutif veut imposer et qui n'est pas conforme à la Constitution. Nous n'avons pas ça ici au Togo. Et quand on saisit les institutions, eh bien, ils se lavent les mains, soit ils ne sont pas compétents, soit ils déboutent, comme ils le font à chaque fois qu'il y a des élections. C'est ça. D'accord. Oui, mais, oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est oui, allez-y, oui. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe au Sénégal est une leçon pour nous qui sommes au Togo. C'est une leçon et aussi c'est un rêve pour nous d'arriver, ne fût-ce qu'à ce niveau-là. C'est pour ça que nous nous battons. Oui, est-ce que
le duo, hein, ils ont la chance, n'est-ce pas, d'avoir cette majorité. La dynamique qui les avait portés au pouvoir, cette dynamique reste encore aujourd'hui la même pour qu'ils aient cette majorité dont ils ont besoin. Moi, je pense que le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas posé des actes aujourd'hui qui déçoivent les Sénégalais. Donc, logiquement, il n'y a pas de raison que les Sénégalais ne leur renouvellent pas la confiance et leur donnent la majorité à l'Assemblée nationale. Ils ont été élus pour 5 ans et aujourd'hui, ils retournent vers les électeurs en leur disant « Donnez-nous la capacité de mettre en œuvre notre programme ». Logiquement, alors qu'il n'y a pas eu de scandale particulier qui affaiblisse leur notoriété, eh bien, je pense que les Sénégalais vont encore leur donner leur confiance. C'est ça. Alors, on va parler un peu de la France-Afrique avec la sortie de cet ouvrage d'Albert Bourgi. Le titre est très évocateur. Ils savent que je sais tout, qui relate, n'est-ce pas, les coulisses de la France-Afrique en ce qui concerne notamment ces valises de billets de banque qui financent les campagnes électorales des politiques en France. Ben, vous savez que les Africains n'ont pas attendu M. Bourgi pour savoir que la France-Afrique fonctionne les caisses des pays africains. Donc, pour moi, il n'y a pas de révélation particulière. Il y a simplement quelqu'un qui écrit un livre et à un moment... Qui était même un acteur clé, parce que... Oui, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'il s'étale également dans les médias pour évoquer le rôle malsain qu'il a joué dans les relations entre la France et l'Afrique. Pour moi, tout ça vient confirmer le fait que les Africains doivent prendre en main leur propre destin. Et je pense que c'est ça qui nourrit aujourd'hui la motivation de la jeunesse africaine qui veut sortir de cette dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale et qui veut avoir des opportunités d'épanouissement. Parce que ce sont les politiques publiques menées par des dirigeants que les jeunes Togolais, les jeunes Africains rejettent, mais qui sont généralement des pouvoirs soutenus par la France. Et donc, tout à fait naturellement, la jeunesse aujourd'hui ne veut plus que ça continue comme ça. La jeunesse veut avoir la liberté de choisir ses chefs d'État et de pouvoir les révoquer lors d'élections lorsque celui-ci ne donne pas satisfaction ou de lui renouveler leur confiance lorsque le travail du premier mandat a été bien fait. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette transformation des relations entre la France et l'Afrique. Parce que, eh bien, c'est dans l'ordre des choses. Et il y a eu une époque, et cette époque-là, tout le monde en convient, cette époque est révolue. On ne peut pas continuer à fonctionner en 2024 comme on le faisait il y a quelques années. Mais pour que ça change, les Africains doivent se prendre en main et ils doivent eux-mêmes se battre pour que leurs dirigeants ne puissent plus leur imposer ce qu'ils ont toujours fait précédemment. Et c'est dans tout ce cadre-là que nous dénonçons aussi le fonctionnement de la CEDEAO. La manière dont cette organisation de la sous-région fonctionne comme un syndicat de chefs d'État, eh bien, tout ça, ça doit changer. Et c'est à ça que la jeunesse africaine, c'est à ça que nous nous attelons tous. C'est ça. On termine rapidement par Kémi Séba, l'activiste panafricaniste qui a été arrêté pour quelque temps en France, heureusement relâché. Est-ce qu'il dérange tant la politique française? Mais c'est évident qu'il dérange. Il n'y a pas de question à se poser dessus. C'est évident qu'il dérange. Simplement, la question qu'on se pose, c'est quand on voit les chefs d'accusation qui avaient été annoncés et que derrière ça, on le relâche. Donc ça veut dire que finalement, il n'y avait pas de matière à mettre en exergue ce type de chef d'accusation. Bon, on constate qu'il dérange, il dérange profondément. Et d'ailleurs, quand vous voyez les chefs d'accusation, c'est atteinte aux intérêts de la France, majeurs ou vitaux, je ne sais plus quel est le terme. En tout cas, il dérange. D'accord? Et donc, on a voulu lui donner une leçon, on a voulu l'embêter, et il a été libéré. Mais je pense que
dans la relation que les pays africains ont avec la France, nous devons aller au-delà des rhétoriques. Nous devons aller au-delà de l'émotion et nous devons nous concentrer sur la réalité de ce que chaque partie veut. Les Africains aujourd'hui ne veulent plus de relations qui en font des obligés. Les Africains ne veulent plus que la relation déséquilibrée qui a été instaurée depuis une soixantaine d'années soit maintenue. Ce que veulent les Africains, c'est que les peuples veulent vivre aussi de leurs droits, veulent sortir du carcan dans lequel leurs dirigeants les ont confinés, et ils veulent que la politique intérieure reste l'affaire des citoyens de ce pays-là. C'est ça la base de toute la lutte que la jeunesse est en train de mener aujourd'hui. Voilà qui me fait, n'est-ce pas, ces échanges dans notre studio ici. Merci à vous. Un dernier mot peut-être pour clore ces échanges. Oui, ce qui me vient aujourd'hui à l'esprit que je voudrais partager avec les Togolais, c'est que le drame qui s'est passé aujourd'hui à Sagbado, c'est quelque chose qui montre la dégradation de notre espace public. Quand on construit un immeuble et quand apparemment il y a eu des interdictions de poursuite des travaux et que le promoteur a poursuivi les travaux malgré ces interdictions, ça veut dire que les gens vivent dans un espace où ils pensent qu'ils peuvent se permettre de transgresser les règles parce qu'il y a peut-être des passe-droits, parce qu'il y a l'impunité, et c'est ça qui reflète ce drame qui vient de se produire et qui coûte la vie à des citoyens togolais. Nous devons faire en sorte que notre espace public protège chaque citoyen et que, à commencer par l'État, l'État n'abuse pas de son pouvoir et l'État assume ses responsabilités et que l'État intègre la notion de rendre compte aux citoyens. C'est parce qu'on ne rend pas compte, c'est parce qu'on ne subit pas les conséquences de leurs actes que cette impunité conduit à la répétition des situations comme ce que nous vivons. Merci à vous, merci M. Olympio pour ce temps passé en studio. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Amis téléspectateurs, merci à vous également d'avoir suivi cette réflexion. C'est la fin de ce numéro et je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Et pendant ce temps, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.